Chapitre 29 Bombardement. Adeline. Le jour où Bastien est parti est aussi celui où un nouveau commandant de la Festung, le colonel Eberhard Wildermuth, a été nommé. Il paraît que c'est un officier de réserve qui vient du front italien. Il se dit aussi qu'il n'est pas franchement en odeur de sainteté dans l'entourage d'Hitler, et qu'il aurait refusé d'exécuter un ordre de fusillade de masse de partisans. Il n'empêche qu'il a prêté serment au Führer. Je ne sais pas où se trouve Bastian. Les troupes allemandes refluent vers la Seine dans la plupart des cas. Depuis le débarquement, des prisonniers allemands sont parqués dans des enclos de plage aménagés dans les dunes, au plus près des navires dans lesquels ils sont emmenés dans des camps aménagés en Grande-Bretagne. Mais depuis le début août, les capacités anglaises ont été dépassées et les prisonniers sont désormais gardés en Normandie, dans des camps ouverts par les Alliés au fil de leur progression. Je me demande quel sort va leur être réservé, et eux aussi certainement. Peut-être vont-ils être utilisés comme main-d'œuvre. Le soir du jour où Bastien est parti, Anna me remet une enveloppe. Elle contient une lettre de mon amour. Adeline, mein Liebling, je ne pouvais partir sans te laisser ces quelques mots. Notre séparation me déchire le cœur, et je veux que tu saches que tu es dans toutes mes pensées. Je sais que cette situation est difficile à supporter, mais n'oublie pas que je t'aime plus que tout. Le lien qui nous unit est exceptionnel. La flamme qui brûle en nous ne peut être éteinte. Les jours, les semaines à venir vont être pénibles, mais je suis certain aussi que le meilleur nous attend. Crois en notre amour, aux promesses que nous nous sommes faites. Chaque jour loin de toi va me paraître une éternité, mais il me suffira de penser que nos cœurs battent à l'unisson pour trouver du réconfort. Il me suffira de me rappeler les moments passés ensemble à discuter, à rire, un ennui d'amour passionné. Rien ni personne ne peut effacer ces souvenirs. Ils sont gravés dans mon cœur. Les mots ne suffisent pas à exprimer ce que je ressens pour toi, Schatz. Je suis avec toi à chaque instant, chaque matin quand le soleil se lève, chaque nuit quand les étoiles brillent dans le ciel. Tu dois continuer à vivre chaque journée avec l'ardeur que je te connais. Reste forte. Je suis déterminée à revenir vers toi, pour te serrer dans mes bras et tout partager avec toi. Prends soin de toi, mon amour. N'oublie pas que mon cœur t'appartient, quel que soit l'endroit du monde où je me trouve. Avec tout mon amour. Bastien. Cette lettre, je la relis plusieurs fois, les yeux pleins de larmes. Je sais que chaque fois que j'aurai un coup de blues, je pourrai la relire. Rien qu'à la vue de son écriture élégante, je visualise mon Bastien, l'homme que j'aime. Pour qu'il m'accompagne en permanence, j'ai non seulement cette alliance à mon annulaire gauche, mais j'ai aussi sa photo dans un médaillon semblable à celui que je lui ai offert à Noël. Wildermuth a ordonné l'évacuation de la population dans un message le 20 août. Les appels de mai et juin dans le journal Le Petit Havre n'ont pas eu beaucoup de succès. Seules quelques centaines de personnes ont évacué. À mon humble avis, peu vont partir cette fois-ci également. Les habitants de la villa ne donnent d'ailleurs pas le bon exemple. Mon père et moi sommes restés pour assurer les soins des malades et blessés. Mais tous les autres sont restés aussi, même Anna et les filles, alors que beaucoup d'enfants havrais ont été mis à l'abri dans l'Eure-et-Loir ou d'autres départements. Bon an, mal an, il paraît que 80% de la population du Havre a quitté la ville. Et nous sommes encore 40 000, et s'y ajoutent 20 000 habitants dans les communes alentours. Pour corser l'affaire, la résistance, par un tract du vagabond bien-aimé, a conseillé aux Havrais de ne pas partir. Il est vrai que Brest est assiégée depuis un mois et résiste toujours aux Américains. Les Havrais sont peu enclins à quitter leur maison. Ils sont fatalistes. Les bombardements, ils y sont habitués. Ils en ont déjà subi environ 130. Alors un de plus ou de moins. Nous savons que Paris a été libéré le 25 août, tout comme Lisieux et Rouen le 30 août, ou Dieppe le 1er septembre. Seule, la zone du Havre est encore occupée en Normandie. La cité Océane est, paraît-il, bien défendue, même si le dispositif n'est pas totalement hermétique, puisque des travaux sont encore en cours au nord-est pour boucher quelques brèches. Elle est protégée de 3 côtés par la mer et une vallée inondée. À l'ouest, les falaises sont garnies de canons,
La plage est minée et couverte par les mitrailleuses et les pièces d'artillerie, protégées dans les blockhouses du littoral. Au sud, les berges de l'estuaire sont également minées. Des bunkers et des ouvrages fortifiés ceinturent la ville. En avant, le terrain est couvert de champs de mines, de fossés anti-chars et de réseaux de barbelés. En arrière, il y a de nombreuses pièces d'artillerie. Bref, Le Havre s'est préparé à un siège. Ce que je me demande, c'est combien de temps pourront tenir les Allemands avec les vivres et les munitions stockées, et nous avec. La garnison est en outre peu nombreuse. Il y a peut-être 11 000 hommes, mais des hommes fatigués, dont le moral est en berne et peut entraîner à mener un siège, comme les 3 000 marins. Et les trop nombreux civils ne facilitent pas la tâche de nos occupants. C'est ce qui a poussé Wildermuth à renouveler l'ordre d'évacuation le 1er septembre. La population doit avoir quitté le camp retranché qu'est devenu la ville avant le 5 septembre. Mon père s'attend au pire quand les Alliés assiégeront Le Havre. L'avance alliée commence à être ralentie par le manque de ravitaillement en essence et en munitions. Le besoin d'un port en eau profonde se fait vivement sentir. Et il faut aussi se hâter pendant que la météo dans la région du Havre est encore favorable aux opérations. Dunkerque, Boulogne et Calais, ports encore tenus par les Allemands, sont également leurs cibles privilégiées. Depuis le 1er septembre, des explosions retentissent régulièrement sur le port. Les Allemands le détruisent méticuleusement, zone par zone. Je me demande ce que les Alliés vont pouvoir récupérer à terme. La zone portuaire est un véritable tableau de ruines. Le quai Johannes-Couvert n'est plus, tout comme le môle oblique. Il ne reste guère que le quai de l'Escale et les écluses principales. Des pourparlers ont été engagés avec les Anglais, mais Wildermuth refuse de se rendre, et face à l'ultimatum britannique, il a demandé, le 4 septembre, un délai de 24 heures pour évacuer la population, ce qui lui a été refusé. Notre sort est scellé. L'hôpital est prêt. Depuis 1942, un abri chirurgical souterrain a été construit, et il est désormais opérationnel. L'abri est creusé à partir du mur de soutènement d'un repli de la colline, sous une épaisseur de craie d'une dizaine de mètres d'épaisseur. Il est constitué de 2 gaines d'accès de 12 mètres de long, avec une chicane anti-souffle, qui desservent à chaque extrémité une galerie de 32 mètres parallèle au mur extérieur. Ces 2 entrées débouchent dans un mur de soutènement situé à l'est de la buanderie, et près de 120 personnes peuvent y être accueillies, grâce à de nombreux chalets rajoutés dans la galerie principale. De chaque côté de cette galerie sont creusés des alvéoles aux fonctions définies. Stérilisation des instruments, salle d'opération de première urgence, tisanerie pour la préparation des remèdes, bureau des médecins, 2 chambrées pouvant accueillir jusqu'à 75 blessés, latrine, salle technique pour le groupe électrogène et citerne à eau. Ces derniers jours, il n'y a eu que quelques combats à l'extérieur de la ville au crépuscule, avec les FFI au nord-est ainsi qu'à l'est, et avec les Anglais sur les hauteurs de Gainesville. Ils sont apparemment bien renseignés sur les emplacements des batteries allemandes. Pourtant, aujourd'hui, mardi 5 septembre, la journée a été calme, en ville comme à la maternité. Qui aurait envie de faire des bébés en cette période trouble? Difficile d'oublier la guerre quand on entend une canonnade lointaine, peu nourrie, espacée. La cloche du fort de Sainte-Adresse, tenue par les Allemands, me fait sortir de mes pensées. C'est une sonnerie d'alerte. Quelle heure est-il? 17h30. Un vrombissement d'avion me fait réagir. Un coup d'œil par la fenêtre me suffit pour voir des bombardiers avancer sur le centre-ville et commencer à déverser leurs engins de mort. Un seul regard à mes collègues leur fait comprendre la situation. Nous nous précipitons pour mettre les quelques mamans et leurs bébés à l'abri, et nous avec. Des bruits de chute de projectiles, des éclatements parviennent jusqu'à nous. Puis les ronflements d'avions se font plus précis. Ils vont sûrement encore bombarder les fortifications de la plage, mais ils se rapprochent encore. Et soudain, c'est le déluge. Nous entendons un sifflement strident, puis une détonation. Je m'efforce de rester calme et de rassurer certaines mamans qui commencent à paniquer. La monstrueuse pluie de bombes se poursuit pendant ce qui nous semble être des heures. Nous entendons de sinistres sifflements puis d'énormes détonations, et le ronron régulier des bombardiers, des centaines de bombardiers. Des secousses terribles nous donnent l'impression que le bâtiment va s'effondrer sur nous. Je compte pas moins de 6 vagues de bombardements,
Puis soudain, vers 20 heures, plus de bombes, ni d'obus. Nous préférons attendre un peu avant de sortir et nous laissons les mamans et les enfants à l'abri. Elles vont y rester avec une sage-femme et un médecin. Avec une collègue, un médecin et un interne, nous décidons d'aller voir du côté de l'hôpital pour apporter notre aide. Lorsque nous remontons, nous constatons que les bâtiments de la maternité n'ont pas été touchés. Mais vers la mer, le ciel est écarlate. Je me rends compte que c'est le rouge d'un incendie. Et le ronflement que nous entendons n'est pas celui de blindés, c'est le Havre qui brûle. Partout, c'est un chaos de décombres et de ruines de maisons qui flambent. Une espèce de brouillard couvre tout. Un mélange de fumée, de poussière, de cendres, de gaz explosifs. Nous tenons tous un linge mouillé devant le visage pour pouvoir respirer à peu près correctement. La rue est creusée par endroits par des cratères et tapissée de débris. Le silence qui succède au vacarme assourdissant du bombardement est seulement perturbé par le grésillement des flammes et l'écroulement des maisons. À l'hôpital, le pavillon de médecine et le pavillon Charcot n'ont pas résisté. Nous fonçons en direction de la blanchisserie pour accéder à l'abri chirurgical et proposer notre aide. Celle-ci est bienvenue, car les premiers blessés et mourants sont apportés en masse par les équipes de sauveteurs à l'hôpital. Nous nous organisons avec les quelques religieuses et infirmières pour nous répartir les tâches. Un premier tri est tout d'abord réalisé à l'extérieur, puis les victimes rentrent en fonction de la gravité de leurs blessures. Les lignes électriques ont également été détruites et l'alimentation en énergie de l'abri coupée. Il n'y a pas assez de carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène de secours. Heureusement, le responsable technique de l'hospice général, M. Sénécal, déroule un câble de 150 mètres, caché aux Allemands, et dans la nuit, relie l'abri à un autre groupe électrogène, situé sous le pavillon Launay, à côté de l'escalier couvert. Bien que la tension du courant débité par la commutatrice ne soit que de 70 volts à cause des pertes en ligne, l'appareil de radiographie peut fonctionner pour déceler les nombreux éclats reçus par les blessés. À l'intérieur, les couloirs sont encombrés de brancards et de lits au fur et à mesure du va-et-vient des secouristes. Le centre-ville est entièrement anéanti et l'abri est le plus proche de la zone. Chirurgiens et docteurs se relayent pour opérer sans interruption. Nous travaillons à la lumière de quelques lampes donnant une lueur blafarde. Au milieu des gémissements, des râles et des pleurs des blessés, dans une chaleur étouffante et une odeur insupportable. Le mercredi 6 septembre, les plus beaux quartiers du Havre sont tombés en poussière. Le boulevard François Ier, l'hôtel de ville, le square Jean Jaurès, le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Tout a disparu. Tout s'est effondré. Un vaste quadrilatère de 1500 mètres de côté est complètement dévasté. La ville est méconnaissable. Les brasiers allumés sous l'action des bombes incendiaires ont ajouté à l'horreur. Et le vent qui s'est levé souffle en tempête et attise les flammes. Le ciel est sans pitié pour le Havre. Il est impossible de reconnaître les rues dans les ruines fumantes et de vérifier si les corps sont encore dans les décombres des bâtiments effondrés. Et presque à la même heure que la veille, les bombes se remettent à pleuvoir. Je suis déjà à l'abri chirurgical et mon père est en train d'opérer comme ses collègues chirurgiens. Quand les bombes s'abattent, le sol de l'abri tremble et la poussière tombe des voûtes. S'il n'y a pas de danger pour les réfugiés, pour les chirurgiens, c'est très problématique pendant une intervention. Mais ce qui vient de descendre du ciel n'est qu'un début. À 19h, les bombardiers sont de nouveau à l'œuvre, pendant que les obus de marine et les torpilles tombent, nous ne savons pas exactement où. Après 7 minutes de répit, le vacarme recommence. Mais les engins semblent être tombés plus au nord vers Sainte-Adresse ou la forêt de Montjon. Puis d'autres, une vingtaine de minutes après, sur Graville. Toute la nuit, des blessés continuent d'arriver. Mon père et moi sommes toujours debout, quand vers 11h le jeudi matin, les secouristes nous amènent 6 personnes qu'il a fallu réanimer, des miraculés d'après un pompier, qui a l'air encore plus exténué que nous. Nous apprenons effarés qu'une bombe a provoqué l'effondrement du tunnel Génère, où s'étaient réfugiées 327 personnes. Résultat, 320 morts, et uniquement 7 rescapés, dont nos 6 miraculés. Les Havrais examinent attentivement le ciel de ce jeudi. Aujourd'hui devrait être calme puisqu'il pleut à verse. Les pompiers, puis les hommes de la défense passive,
sortent les corps du tunnel Génère un par un. Les ambulanciers transportent de pleines camionnettes de morts à l'église Notre-Dame de la Victoire sous une pluie battante. Les sinistrés trouvent refuge dans les caves des frigos de la rue de Mulhouse, qui servent d'abri. Ceux des villages autour du Havre s'installent dans les blockhaus désertés. Quand je rentre à la villa, je constate avec soulagement qu'elle a été heureusement épargnée, comme ses habitants qui ont passé la plupart des journées depuis le début des bombardements dans la cave. J'ai ressorti mon vélo, car le funiculaire n'a pas résisté aux bombes. Du panorama de l'amiral Mouchet, mon regard survole la ville jusqu'à la mer. La vue est encore plus désolante. Une étendue de ruines, voilà ce qu'il reste. Il n'y a plus rien à bombarder, et chacun enterre ses morts aussi dignement que possible. Sous les décombres encore fumants du Grand Théâtre, les corps carbonisés d'une centaine de FFI, cantonnés au sous-sol et qui attendaient des ordres d'attaque au moment du bombardement de la nuit du 5 au 6 septembre, ont été retrouvés. De nombreux Havrais s'étaient réfugiés au même endroit et avaient également été ensevelis. Le vendredi 8 septembre, nous sommes réveillés par les moteurs d'avion qui font un boucan d'enfer. Ni une ni deux, tout le monde est descendu à la cave. La flaque n'est pas intervenue. Je me suis alors demandé pourquoi. Finalement, les avions se sont éloignés plus au nord. Ce n'est pas pour nous cette fois, mais d'autres ont certainement souffert. En revanche, vers 11 heures, un croiseur britannique s'est engagé dans le chenal déminé, orienté vers le Havre. Il semble viser le fort de Sainte-Adresse. Mais les batteries du fort ont riposté après chaque bordée. Finalement, le navire a renoncé. Les bombardements ont été tels que la ville brûle depuis plusieurs jours sans qu'on puisse intervenir, les rues étant complètement obstruées par les gravats. Le Havre n'est plus qu'une immense fournaise. Chaque matin, un détachement de pompiers part retirer les cadavres échoués pendant la nuit sur la plage, devant l'hôtel Frascati. Depuis le 5 septembre, il n'y a plus d'électricité. Plus de journal non plus, puisque l'immeuble du petit journal a disparu. Il n'y a plus d'eau non plus aux bornes fontaines. Juste une source au bas de la rue de Tourneville. Les magasins sont fermés, à part quelques rares boulangeries ou des files d'attente secrets. Brûle. Le Havre compte ses morts.